Vibration, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur Vibration, le podcast qui va faire vibrer vos communications internes. Merci à tous ceux qui nous écoutent. À chaque épisode, on a de plus en plus de retours. On vous en remercie, ça nous engage à en faire davantage des épisodes autour de cette com interne qui vibre, qui est devenue stratégique et qui va le devenir encore plus. Alors si vous aimez ces podcasts, n'hésitez pas à vous abonner à cette collection. Ça nous aide à remonter dans les algos des moteurs de recherche. Et ça nous permet d'en faire encore plus. Eh ben oui, c'est du travail. Alors, aidez-nous à valoriser ces podcasts en vous abonnant sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcasts. Et on va commencer cet épisode en parlant des prises de parole de nos dirigeants. Vous qui êtes dirigeants, dirigeantes, vous qui accompagnez des dirigeants ou des dirigeantes au quotidien, vous allez avoir des clés pour comprendre comment mener une bonne prise de parole, quels sont les effets d'une mauvaise prise de parole, et quelles sont les attentes des collaborateurs et collaboratrices qui écoutent nos dirigeants. C'est parti pour Vibration, le podcast. Vibration, le podcast. Ravi de vous retrouver pour ce podcast. Je le disais, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous touche. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce podcast avec Olivier Bétache. Salut Olivier. Bonjour David. Merci d'avoir accepté cette invitation. Olivier, tu as eu deux métiers avec de multiples casquettes à chaque fois. Tu as commencé en étant comédien, tu as fait tes études à HEC, là tu as découvert l'improvisation théâtrale, tu es devenu comédien. C'est comme ça que ça a commencé? Oui, mon premier métier, mais même c'était bien avant HEC, c'était plutôt le tournant. Moi, j'ai commencé le théâtre très jeune, à l'âge de 5 ans. Puis à partir de 10-12 ans, j'ai commencé à rentrer dans une troupe un peu professionnalisante comme ça. On allait à l'école la journée, on jouait le soir, avec beaucoup de théâtre. Et vers 18-19 ans, j'ai commencé la mise en scène et à monter une troupe de théâtre. Et voilà, le chemin a fait qu'effectivement, je me suis retrouvé à HEC. Au début, c'était pour être producteur et produire mes propres spectacles. Et t'as changé de casquette. Voilà. Et là, les auditeurs et les auditrices se disent, mais ils vont nous parler de théâtre en entreprise. Eh ben, pas du tout. Parce que tu as eu une trajectoire qui t'a conduit à devenir coach de dirigeant. Et tu es entrepreneur, puisque tu as créé en 2012 Next Level. Et maintenant, tu t'occupes d'une filiale de Next Level qui s'appelle Darwin, je crois. Absolument. Darwin by Next Level, qui à l'intérieur de Next Level s'occupe de tout ce qui est talent, attirer et retenir les meilleurs avec une offre de services pour adresser cet enjeu au niveau des directions talent, au niveau des startups. Tu coaches des dirigeants, des personnages politiques, des sportifs au quotidien et tu les prépares aussi à ces prises de parole. Oui, absolument. L'essentiel aujourd'hui de mon activité, au-delà d'être entrepreneur à travers Darwin by Next Level, c'est de coacher ces dirigeants dans l'ombre d'un certain nombre de dirigeants français, que ce soit dans la tech, que ce soit effectivement dans des milieux politiques, sportifs. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et oui, et en plus tu en parles très bien également dans le Tech Show que je recommande, où tu as une chronique qui est fort suivie et que moi j'adore suivre. Tu as toujours un angle, une patte particulière, et donc ça augure d'un très bon podcast ensemble où l'on va parler des prises de parole. Quels impacts négatifs d'une mauvaise prise de parole? Faut en avoir conscience pour peut-être mieux se préparer. À l'inverse, quels peuvent être les impacts positifs d'une bonne prise de parole? Qu'est-ce qu'on peut atteindre comme objectif? Quels effets peuvent avoir de bonnes prises de parole sur les collaborateurs et les collaboratrices? Et puis on donnera des clés, des solutions, le fruit de ton expertise, Olivier. Écoutez, je crois qu'on est prêt, on a introduit, on a posé le sujet. C'est parti. Vibration, le podcast. Olivier, on l'a dit, tu coaches des dirigeants, tu les accompagnes dans leur posture, dans leur prise de parole. Pas que. Pas que. Non, aussi dans leurs décisions stratégiques, dans savoir ce qu'ils vont faire de leur vie une fois qu'ils auront vendu. Après, En tout cas, ce qui nous intéresse dans le cadre de ce podcast de com interne, c'est pas ce qu'ils vont faire dans leur vie après. C'était juste pour élargir. Élargissons. Moi, j'aimerais savoir, Olivier, si toi, tu as eu une prise de conscience dans cette période de Covid. Alors, je sais qu'on en parle souvent, cette période de Covid, mais moi, cette période m'a inspiré des réflexions. Je me suis dit que dans la communication interne, avant cette période de Covid, il y avait des séminaires, des espèces de grands banquets dans des hôtels, dans des salles de réception, avec des goodies, des petits fours. Et finalement, le simple fait de faire ce genre d'événement dans des endroits un peu waouh, donnait une impression aux collaborateurs et aux collaboratrices d'une solidité de l'entreprise, d'une créativité de l'entreprise. Et là, avec le Covid, c'était terminé. Et donc du coup les dirigeants ont eu comme seul moyen de communiquer ces visios. Voilà. Alors on en a un peu marre des visios, mais en tout cas j'ai l'impression que ça a mis le contenu
au cœur des sujets. Et j'imagine que du coup, ils ont dû se préparer encore plus ou pas. À toi de me dire, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience de la part des dirigeants sur l'importance de travailler le contenu et les prises de parole? Je crois que le Covid, sur ce terrain-là, a amplifié une dynamique qui était déjà à l'œuvre avant. C'est-à-dire que la prise de il y a des modes en prise de parole, comme dans tout. Et depuis un certain nombre d'années, le côté storytelling, le côté authentique était déjà à la mode, notamment avec les conférences TED où on voit qu'on a des speakers qui s'habillent un peu comme tout le monde. On essaye de briser ce qu'on appelle en théâtre le quatrième mur. Le quatrième mur, on dit bien que c'est le mur entre nous et le public. On quitte le côté présidentiel pour aller vers quelque chose de plus donc c'était déjà une tendance. Alors c'était déjà une tendance et avec on a abandonné la tribune, on a abandonné le micro, vous voyez, ce côté un peu de Gaulle présidentiel. Toute cette scénographie un peu de gaulienne, gaulienne. Voilà, absolument. Et donc, avec le Covid, je crois que de fait, on était dans son salon, donc il n'y avait pas la tribune, il n'y avait pas le décorum, il n'y avait pas les petits fours, donc on n'avait pas trop de choix. Et en plus, les gens n'avaient pas spécialement envie d'être infantilisés. Au contraire, ils avaient besoin d'avoir de la vision, d'avoir de l'émotion, d'avoir quelque chose de vrai. Et surtout dans une période où les institutions publiques, de par leur rôle, jouaient un rôle relativement infantilisant, en nous donnant des mesures très strictes. Donc je crois que il n'y a pas eu cette relation parent-enfant de ton viseur à toi, dans les entreprises. En tout cas, il fallait absolument l'éviter. Moi. J'ai pas vu tous les podcasts de toutes les entreprises, donc ça je sais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui m'ont demandé mon avis dans cette période, je les ai largement incités à prendre le contre-pied de cette posture très parentale. Et donc c'est de la transparence ultime. Ouais. C'est expliquer aussi qu'on n'a pas la réponse à tout et qu'il fallait avancer ensemble et trouver des chemins, c'est ça? Absolument. Mais ça cadre aussi avec mes valeurs. Je crois que le leadership, ce n'est pas de prendre les gens en charge et de leur dire éteignez votre cerveau, suivez-moi, tout va bien. Lead, ça veut dire une piste en anglais. Et donc, pour moi, un leader, c'est celui qui a une piste, c'est celui qui a un point B, qui a l'énergie pour aller quelque part, pour pas se laisser abattre. Et du coup, il tire sa légitimité dans le fait, face à toute situation, aussi périlleuse soit-elle, et l'année 2020, elle était quand même, de garder un cap, de garder une direction. C'est ça qu'on attend d'un dirigeant. Pour moi, c'est ça qu'on attend d'un dirigeant. Et effectivement, quand on est sur une logique où, en tant que dirigeant, on va mettre en avant sa capacité à prévoir, à sécuriser les gens, dans ces périodes de pandémie, comme on peut plus rien prévoir et plus sécuriser, alors on perd de sa légitimité. Alors que si on tire son leadership du fait d'avoir de l'énergie pour emmener les gens quelque part, même dans la plus grande adversité, il faut quand même quelqu'un qui sort du lot, qui baisse pas les bras et qui dit regardez, on va optimiser, on va améliorer notre sort, on va aller là. Et ça, finalement, c'est un leadership qui résiste à l'imprévu, et qui est basé sur des moteurs en général chez les gens beaucoup plus existentiels, beaucoup plus autour de leur passion. C'est des raisons d'être en fait. Et donc moi je conseille. Toi, tu conseilles plutôt ce type de communication qui, selon toi, résiste aux imprévus. Le Covid a été un imprévu ultime, mais donc si ça peut résister au Covid, ça peut résister à beaucoup d'imprévus. Et donc du coup, plutôt à maîtriser sa communication et son style de prise de parole de manière proactive permet d'anticiper certaines problématiques. On parle de Covid, ça peut être des attaques de hackers ou ça peut être des plans sociaux ou beaucoup d'autres choses. Absolument. Et du coup, comme cette on va dire cette patte d'authenticité était déjà à la mode et je pense que elle correspond à l'ère du temps et le style présidentiel aujourd'hui je le déconseille largement. Mais alors pour autant Olivier, on parlait tout à l'heure de la relation parent-enfant. Est-ce que dans certains contextes on n'a pas besoin, lorsqu'on est un collaborateur ou une collaboratrice, d'avoir un papa, une maman qui nous parle pour nous montrer le droit chemin? Est-ce que c'est pas parfois plutôt sain et plutôt attendu d'avoir cette relation parent-enfant? Bien sûr. En fait, l'idée c'est que cet état parent soit positif. Déjà, on n'a pas précisé. Tu emploies des mots d'analyse transactionnelle. Ça fait vraiment j'ai bossé. Plaisir. Parents, adultes, enfants, mais peut-être nos auditeurs ça savent pas ce que c'est. Tu as bien raison. Reprécisons. Une manière de théoriser, de schématiser très simplement la psyché humaine, c'est de la séparer en trois grands organes.
s'il y avait 3 moi à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on dit voilà, je manque de confiance, je sais pas ce que je veux dans la vie. En fait, quand on creuse et quand on a une approche un peu rigoureuse, il n'y a pas un moi, mais il y a 3 moi. Au minimum, dans le modèle le plus simple, il y a 3 moi à l'intérieur de nous-mêmes. Et on leur donne des noms très simples, le parent, l'adulte, l'enfant. C'est 3 moi comme 3 organes, c'est-à-dire c'est comme dans mon corps, j'ai un foie, un cœur, un poumon. Ils communiquent dans un ensemble, mais c'est quand même des trucs finis. C'est quand même quelque chose que je peux observer. C'est quand même un organe qui est fini. Le parent, c'est tout cet organe qui va gérer les valeurs et les normes, qui va me permettre d'émettre des partis pris, des convictions. Si je suis capable de dire ton podcast, je le trouve formidable, David Gordon. Je te remercie. Donc c'est l'état du moi parent qui parle, puisque j'ai émis un avis. Un avis. L'état du moi adulte, c'est l'état du moi, c'est tous les fonctionnements internes et aussi les phrases que je prononce externes qui ont un rapport avec le fait d'informer, questionner. Donc si je dis quelle est la date de diffusion, là c'est l'état du moi adulte, je pose une question. Et l'état du moi enfant, c'est tous les mécanismes internes et externes qui ont un rapport avec le fait de satisfaire mes besoins personnels. Si je veux l'écouter le plus vite possible, je parle de mon besoin, de mon impatience d'écouter ton podcast, et à ce moment-là, c'est l'état du moi enfant. Et alors, j'imagine qu'il y a des mois qui peuvent être à géométrie variable en fonction peut-être des instants de la journée, des personnes avec qui on s'adresse. Absolument. Tout ça bouge dans un continuum infini. On oscille en permanence entre le fait de satisfaire nos besoins, le fait d'échanger de l'information et le fait d'exprimer des partis pris, des valeurs, des normes. Sauf que, et c'est là où c'est important de le préciser, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, quand je m'adresse à partir d'un état du moi donné, j'appelle l'autre dans un état du moi correspondant. Donc si je me place en profondeur. Ouais, si je me place en parent, je vais t'appeler en enfant. Si je te dis, écoute David Gordon, ton podcast est bien, mais tu devrais mettre des jingles avec une autre musique. À ce moment-là, j'émets un jugement. Je t'amène à répondre à partir de l'enfant. Peut-être que tu vas te sentir vexé ou pas à ma place. Ça va créer des émotions chez toi qui vont enclencher des besoins, peut-être te justifier ou au contraire de te défendre. Bref, en me mettant en position parent, je t'appelle dans la position enfant. Et donc là, du coup, ça reboucle avec ce que tu dis. Est-ce que les collaborateurs n'ont pas besoin parfois de se mettre dans l'enfant parce qu'ils ont besoin, ils ont besoin de sécurité peut-être, ils ont besoin de cadre, ils ont besoin de structure, ils ont besoin qu'on les rassure. Toute la pyramide de Maslow là qu'on peut dérouler du bas vers le haut. Et donc à ce moment-là, est-ce que le grand chef peut prendre une posture parent? La réponse est oui, mais il faut que ce soit un parent positif. Parce que de la même manière, je peux donner mon parti pris avec mes convictions en les clamant très fort, mais en respectant la vie des autres. Et je peux aussi dire la messe et exprimer que mon avis, parce que je suis le chef, il est important et que du coup, toi, tu dois éteindre mon cerveau et m'écouter. Donc, on a parents positifs, parents négatifs. Oui, les collaborateurs et tout le monde en général, on a besoin de cadre, on a besoin de structure, on a besoin de soutien. Ça, c'est les attentes c'est le profondes. parent positif qui les donne. Donc, authentique, ça veut pas dire détaché, ça veut pas dire le leadership de toute façon c'est dans le parent. Je prends les gens, mais l'idée c'est de pas imposer son parent. Et ça en prise de parole c'est très important. On propose son parent, c'est-à-dire on propose le fait de donner du cadre aux gens, on propose de leur donner du soutien. Il n'y a pas d'injonction, c'est-à-dire si on l'impose, l'autre n'a pas le choix, donc on n'est plus dans une relation d'aide, on est dans une relation finalement de soumission en fait. C'est de ça dont il faut sortir, j'imagine, parce que la position de soumission, il y a certains, j'imagine, qui vont y aller parce que ils sont bien élevés, c'est des enfants bien élevés dans leur moi enfant. Mais il y a des personnes qui vont dire mais comment on me parle quoi ? Je veux dire, je suis plus un enfant et je ne suis pas disposé à entendre un discours de parent. Absolument. Et je crois que tout l'enjeu en management, ça peut sortir un peu du sujet, mais comme on parle des dirigeants, c'est d'arriver à retrouver un parent positif, puisque traditionnellement le chef prenait un parent plutôt négatif, qui punit, ou alors qui étouffe, qui fait à la place. Mais en tout cas, au contact du chef, on se sent petit, on se sent honteux, on se sent pas comme il faut. Au contraire, on se sent formidable, bien poli, bien peigné. Mais en tout cas, on est dans un rapport où on recherche la reconnaissance de cette figure parentale qui va être le chef. Et puis, il y a eu beaucoup de pression, des risques psychosociaux, je parle dans les années 90, avec Orange et compagnie. On a commencé à comprendre que cette manière de faire pouvait amener des risques. Et donc, il y a eu du mal-être à cause de ça. Et on est passé dans un mode vraiment surtout, oh non, on n'est pas de parents. Dans un mode,
justement très adulte. Ouais. On informe, Une on entreprise, questionne. une entreprise qui avance, qui est ouverte, qui est, il y a des types d'organisations. Hein. Je vois derrière nous un livre de Frédéric Laloux qui explique très bien les différents types d'organisations et on voit bien qu'on va vers des organisations de plus en plus libérées avec des petites équipes qui créent eux-mêmes leurs objectifs. Absolument. Ça, c'est l'extrême en fait, c'est ça. Oui, et en fait, l'être humain ne peut pas se passer du parent positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se positionne en tant que leader, on va affirmer ses convictions, affirmer sa vision. Ça, c'est l'état du moi parent. Si j'observe pas le monde, je sais pas où je vais. Donc, mais d'une manière positive, en créant un contrat avec les gens, en leur disant, les amis, moi, je pense que c'est là qu'on va. C'est ça l'aventure que je vous propose. Est-ce que vous voulez qu'on y aille ensemble? En ce sens, tu gardes un leadership fort, mais tu t'adresses à la partie enfant des gens, mais pas à la partie soumise, à la partie libre. À la partie libre qui est capable d'exercer un libre arbitre. C'est pour ça que je dis, et c'est très important en prise de parole, on propose son parent, on ne l'impose pas. Ouais. Et ça, même en management, quand on fait un feedback à quelqu'un, c'est ses parents le feedback. Je te donne une observation sur ce qui, selon moi, fonctionne ou fonctionne pas. Mais avant de délivrer ce feedback, je vais créer un contrat. Je veux dire, j'ai vu quelque chose qui fonctionne pas. Est-ce qu'on peut en parler? Et là, tu me dis oui. À ce moment-là, ça t'intéresse, il y a contrat. Et l'idée, c'est de jamais imposer son parent. C'est d'autant plus important en prise de parole que quand les spectateurs, quand on consomme de la fiction ou de l'écran en général, les individus, ils sont habitués à être dans leur enfant libre. C'est le moment où tu te détends, c'est le moment où tu es libre d'éteindre ton écran, d'allumer ton écran, de répondre au téléphone. Donc, on est conditionné en tant que spectateur à être dans l'enfant libre. Et donc, si mon patron vient me parler et il me pousse à être dans l'enfant adapté, soumis, eh ben, en fait, il va trouver l'enfant rebelle. Parce que moi, j'ai pas l'habitude. Donc, il faut faire... Déjà, on a changé de siècle, de 1, et de 2, à la vidéo, ça passe encore plus mal, la posture du parent négatif. Alors, qu'est-ce que serait concrètement une mauvaise posture dans cette période de visio et même dans une période de posture de prise de parole classique, hein? Si on peut résumer un peu ta pensée, c'est quoi la mauvaise posture? Avec des exemples concrets. Hein. Une mauvaise posture, ce serait d'avoir un ton un peu, j'allais dire, c'est un cliché, mais un peu d'énarque, un peu présidentiel, de dire ne vous inquiétez pas, tout va bien, nous gérons tout, vous serez protégés de chacun. Si on n'en sait rien, c'est un souci. Ou à l'inverse, de se montrer totalement perdu, mais ça, peu de dirigeants le font, de montrer un stress excessif. Le risque, c'est que les gens en face, comment dire, si la personne est perdue, mais qu'elle prend une posture faussement assurée, en fait, on convoit beaucoup plus que ce qu'on dit. On convoit du non-verbal. Même en vidéo, bien sûr. Même en vidéo. Et donc, du coup, finalement, le risque, c'est que ça insécurise les gens. Ils disent, en fait, si mon chef prend tant d'énergie pour me montrer que tout va bien, alors que je vois que c'est fake, alors en fait, j'ai vraiment des raisons de m'angoisser, puisqu'en général, quand on ment aux enfants, c'est qu'on a un truc grave à leur cacher. Donc, mais il y a aussi des risques inverses, c'est-à-dire des patrons, des dirigeants qui sont énarques dans leur mindset, c'est-à-dire très père de famille, et qui veulent faire cool, qui veulent faire parents positifs, etc. Il y a aussi un risque d'aller trop loin aussi dans ce côté-là. Alors absolument. C'est pour bien faire, j'imagine. Il faut pas généraliser, et en plus, chaque entreprise a sa culture. On parle de com interne. On parle pas de faire une conférence TED ou de parler aux médias. Donc, faut coller. Donc, en fait, il faut coller à la culture et être authentique. Et souvent, le dirigeant n'a pas trop de mal à être authentique par rapport à la culture, puisque c'est lui qui l'infuse. Donc, je crois que ça, c'est très important, ce côté de pas jouer un rôle et de dire les choses. Et je crois qu'on pourra pas reprocher à un dirigeant d'être perdu sur le comment au moment où il y a un imprévu. C'est comme si je reprends mon passé d'improvisateur. On peut pas reprocher à un improvisateur de pas connaître son texte. Il n'y a pas de texte. Mais pourquoi c'est magique l'impro? Parce que le public sait que c'est de l'impro.
Et le thème sur lequel improvisent les comédiens, il vient d'être Mais c'est pas ce qu'on attend d'un dirigeant. dit par On n'attend pas cette improvisation. On attend justement qu'il maîtrise complètement l'échiquier, qu'il ait une vision stratégique et qu'il avance en proposant son projet, évidemment. Mais avoir une vision, c'est pas forcément maîtriser tout l'échiquier, puisque au moment où la pandémie arrive, personne l'avait prévu. Les gens savent que le dirigeant, il doit réagir par rapport à un élément imprévu. Donc, si je me dis que mon dirigeant, il doit forcément tout prévoir, en fait, c'est impossible. Donc, il est obligé de rentrer dans une espèce de toute puissance qui est une pensée magique d'un côté comme de l'autre. Si je pense que là, pour le coup, c'est vraiment parent-enfant. On peut comprendre qu'un enfant de 4 ans, il soit dans l'idée de toute puissance que ses parents sont formidables et qu'ils seront toujours gentils, qu'il y aura toujours à manger à table. Mais en grandissant, on n'est pas en sucre. On s'aperçoit que, en fait, c'est faux. Et justement, quand des situations imprévues arrivent, le public, donc là, si je fais le parallèle avec le théâtre, le thème tombe du public, l'arbitre vient de le prononcer, les comédiens n'ont pas pu échanger le moindre mot, ils sont en train d'improviser. Et c'est le meilleur moment. Et c'est le meilleur moment, parce que le public se dit, mais comment ils vont faire? Ouais. Et comme avec leur technique d'impro, ils arrivent à créer une histoire et à avoir une forme de télépathie qui est pas c'est comme la magie, c'est pas de la télépathie. En fait, il y a des techniques qui permettent de comprendre sans que le public ne comprenne. À ce moment-là, ils disent, waouh, c'est génial. Mais cette même pièce d'impro qu'ils trouvent géniale, s'ils avaient payé leur billet avec une pièce écrite, ils accepteraient beaucoup ils moins. auraient dit, bah non, il n'y a pas de décor, il n'y a Bien pas sûr. de costume, vous êtes marrants, vous avez 2 chaises, c'est pas pour ça que j'ai payé mon billet. Donc finalement, le regard est bienveillant par rapport à une gestion de l'imprévu. C'est pareil avec le Covid ou avec d'autres événements. On reprochera jamais à un dirigeant de pas avoir prévu l'imprévu. On pourra lui reprocher par contre de baisser les bras ou de nous mentir ou d'être acculé par une situation et ne plus avoir de drive. C'est en ça que l'étymologie leadership revêt tout son sens. Avoir un point B, suivre une piste, être celui qui baisse pas les bras. Et la meilleure manière de garder le cap, même dans l'inconfort le plus total, c'est d'agir à travers une mission, une passion, une utilité. Enfin, que ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur revêt un sens profond qui soit bien plus important que le simple fait d'accumuler de la valeur ou de réussir sur un plan matériel. C'est un projet global, en fait. C'est ça qu'il faut exprimer. Et c'est souvent le cas, en fait. Hein, oui, je regardais prenons Emmanuel Faber, qui a quitté Danone récemment, et il disait une interview, la journaliste lui demandait, mais qu'est-ce que vous allez faire après Danone? Et il disait, mais en fait, moi, mais ce qui me motive, mon chemin de vie, c'est à l'épreuve d'une vie entière. Je veux transformer la société, donc que ce soit ici ou ailleurs, je vais continuer à prendre des contacts, à échanger, à comprendre le monde pour essayer de l'influencer. Finalement, nos moteurs c'est quoi le projet existentiels sont à l'épreuve d'une vie, et les entrepreneurs qui ont bâti leur entreprise en étant connectés à ce moteur, finalement, dans l'imprévu, ils n'ont jamais souci d'authenticité ni de leadership. Et donc, dans une prise de parole, on peut difficilement tricher sur cette notion d'authenticité. Et alors, quels seraient les impacts de cette mauvaise posture? Qu'est-ce que ça provoque chez les collaborateurs et les collaboratrices lorsque on se trompe de posture? On peut casser un lien qui pourrait être fort. On pourrait briser cette chaîne, parce que j'ai déjà vu, moi, des séminaires à la fin duquel on voit des collaborateurs, des collaboratrices qui disent mais n'importe quoi. Et tout d'un coup, ça crée une espèce d'enchaînement de leaders négatifs. Et puis, j'ai le sentiment que chacun se complaît dans la critique plutôt que dans la critique négative plutôt que dans la critique positive. Absolument. C'est toujours plus valorisant de critiquer négativement quelqu'un parce que ça se met dans une posture de mais moi je sais ce qu'il aurait dû faire. Et donc on est toujours exposé à ça. Si ça se passe mal, vous créez de l'insécurité ou de la critique. Mais souvent la critique c'est aussi une manière de se défendre et de refléter une insécurité également. En tout cas, il y a des besoins psychologiques. On parlait de Maslow, mais en fait aujourd'hui il y a 3 besoins psychologiques qu'on met au même rang que les besoins physiologiques. Donc boire, manger, dormir. On va inclure 3 besoins d'ordre psychologique au même rang. La structure, la reconnaissance et la stimulation. On s'aperçoit que si un être humain n'est pas stimulé, ne fait rien, au bout d'un moment, s'il est dans très jeune âge, il va dépérir. Ce qu'on appelle l'hospitalisme dans les orphelinats, il y a eu ça au 19e siècle, des bébés à qui on donnait à manger, mais qu'on touchait pas, qu'on caressait pas, on voyait qu'il y avait un taux de mortalité énorme. Ah oui, le bébé se dessèche, dans toutes les cultures du monde, on stimule les bébés, même le plus horrible des personnages, ils voient un bébé faire gazouille.
c'est dans notre instinct humain, le besoin de stimulation est interne. Le besoin de structure, on va en reparler parce que c'est ça. Le besoin de structure, c'est le fait de pouvoir se projeter à court, moyen et long terme. Puis le besoin de reconnaissance, c'est d'échanger des signes de reconnaissance avec nos semblables. Bon, là, c'est le besoin de structure. Ce qui nous rassure à court, moyen et long terme, si on vit dans une organisation, c'est de savoir que la personne qui la gère, elle sait où elle va, il y a une forme de cadre, il y a une forme de... Si j'ai une prise de parole qui ne me rassure pas parce que la personne me ment en prenant une posture faussement rassurante, mais en fait ça fonctionne pas. Mais ce qui est marrant, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que effectivement, on a besoin d'une structure, mais pour autant, il faut accepter qu'on ne sache pas, même en tant que dirigeant, et le dire. Est-ce que c'est pas du coup antinomique entre ce besoin de structure et parfois dire là je ne sais pas, on va y travailler et je reviens vers vous. C'est OK, ça? On peut combiner les deux? Moi, je pense que c'est tout à fait OK. C'est-à-dire, comment dire? Il y a deux types d'organisation. L'organisation symbiotique et l'organisation autonome. Là, tu vas nous perdre. Il faut prenez vos bécherelles. Non, on va le dire très simplement. Globalement, les grands primates, et les humains ne font pas exception, s'organisent de manière symbiotique. C'est-à-dire que les uns prennent en charge les autres. D'accord. Alors que dans une organisation autonome, on crée des contrats, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des gens qui, en pleine conscience, décident de faire des bouts de chemin ensemble. Et du coup, certains vont avoir plus de leadership que d'autres en étant garant de cette énergie de toujours aller vers le point B. Mais globalement, on est tous dans le même bateau et on partage les risques quelque part. Et il y a des boîtes qui ont réussi comme ça à scaler sur des modes agiles, sur des modes autonomes. Pour celles que je connais bien de l'intérieur, je pense à Google, je pense à Doctolib, et puis il y en a d'autres, mais celles-là, c'est pas mes clients, je les connais pas de l'intérieur. Tout le monde n'est pas encore ton client, Olivier Bénage. Absolument, mais en tout cas, parce que c'est des choses qu'on voit beaucoup de l'intérieur. Ouais, bref, bien sûr. Donc, mais globalement, si on regarde la vie et les organisations, effectivement, c'est plutôt symbiotique. Ouais, la vie, ça démarre symbiotique. On est dans le ventre de sa mère. On est totalement pris en charge et puis ensuite on est pris en charge par l'institution, par l'école, par la famille. Donc la plupart des gens sont heureux dans un monde quand même. C'est pas noir ou blanc, mais ils veulent de l'autonomie. Mais globalement, si on regarde les organisations, la plupart sont symbiotiques. Vous avez quelqu'un qui prend en charge les gens, d'accord, et qui leur dit ne vous inquiétez pas. On y va et je vous garantis la sécurité en échange d'une certaine forme d'abnégation / soumission. Quand on observe le monde, c'est plutôt comme ça qu'il fonctionne, mais de plus en plus, les collaborateurs et les individus en général réclament de l'autonomie. On verra où ça va nous amener. Peut-être qu'en fait, c'est une course en avant et que quand les gens auront tous démissionné, devenus freelance, ils se rendront compte. On le voit déjà, cette tendance, Olivier. On voit les freelances, on voit les remises en question sur les postes, beaucoup de démissions, des gens qui deviennent coach aussi pour une quête de sens. Donc, on la voit déjà, cette tendance. Il y a une tendance de fond qui nous amène vers plus d'autonomie. Alors, maintenant, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Par exemple, pour prendre un philosophe, cette fois, Hegel, lui, disait que la vie, c'est le temps se voit comme la liberté et la victoire de la liberté et de la raison sur quelque part l'ancien régime et sur donc finalement pour lui plus on avance dans le temps plus on va vers la liberté et plus on va vers le triomphe de la raison. Donc là typiquement on pourrait dire Hegel était visionnaire et effectivement on est en train petit à petit d'aller vers ça. Mais en même temps quand on regarde les êtres humains et la manière dont ils s'organisent, il y en a énormément qui ont quand même besoin de cette symbiose et l'entreprise libérée ça convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'être pris en charge et qui ont beaucoup de mal. D'ailleurs, si on parle de prise de parole présidentielle, je crois que l'erreur de Macron avec les Gilets jaunes, à l'époque, c'était d'avoir considéré que tout le monde voulait être autonome. Quand il dit « tu traverses la rue, tu trouves des jobs », sur le papier, pourquoi pas? Oui, tu peux aller dans une ville, tu peux faire chauffeur Uber, tu peux faire des Deliveroo, tu veux te débrouiller en vrai, tu peux trouver. Mais tout le monde n'a pas dans sa capacité cette envie de s'autonomiser. Il y a un certain nombre de gens qui ont besoin d'être pris en charge par une structure et qui sont capables d'échanger un peu de liberté contre un peu de protection ou alors beaucoup de liberté contre beaucoup de protection. Ça dépend. Mais en tout cas, il y a cette économie. Alors, ma question de départ, c'était est-ce qu'on peut combiner le structure, le cadre et le fait qu'on ne sache pas toujours tout? Alors, encore une fois, ça dépend de la culture de votre entreprise. Si vous avez une culture très symbiotique, il vaut mieux pas tout casser. L'offre rencontre la demande. C'est que de fait, vous êtes parti sur ce deal de promettre de la protection aux gens.
en échange, voilà, d'une forme de cadre, de soumission, mais de cadre. Mais en tout cas, il faut respecter les règles. Ouais. Et du coup, le message que vous leur envoyez, c'est, je vous prends en charge, respectez les règles écrites et non écrites. Il y en a toujours dans la culture, et vous serez récompensé. Et puis, les gens qui marchent avec ça, ils vont dire, d'accord, nous allons respecter les règles écrites et non écrites, et en échange, nous serons récompensés. Donc, la symbiose, ça marche bien, mais sauf que quand vous êtes plus capable de garantir la protection, en fait, les gens vont chercher un autre chef. C'est ça. Où ils s'en vont. Donc, le problème, c'est que dès que le monde... Donc, faut mettre le curseur entre les deux, quelque part. En fait, tout dépend de votre culture. Ouais. Parce que on peut parler de Google, de Doctolib, de ces grandes boîtes de la tech qui ont créé l'autonomie, mais elles recrutent. Alors certes, Livia serait très contente parce qu'elle recrute, c'est des photos Benetton, très clairement, quand on s'y promène. Multiculturel, il y a quand même un dénominateur femmes-hommes. commun. C'est quand même une forme d'élitisme, de très hautes études et des gens qui sont en capacité d'accéder à cette autonomie. Je suis coach, mais je suis aussi recruteur. Je fais entre 5 et 10 recrutements par mois. Et la première chose qu'on me demande d'assesser, de vérifier quand je fais un recrutement, c'est justement cette capacité à l'autonomie émotionnelle. Et tout le monde ne passe pas le test. Tout le monde ne passe pas le test. Donc, il faut faire en fonction de sa culture. La mode, c'est d'aller un peu plus loin qu'avant vers l'autonomie. Donc ça, c'est vraiment le sens de l'histoire. Mais pas aller dans le fake et pas en faire trop si la culture n'est pas prête pour ça. Non, parce que sinon, on peut tout déstructurer, tout déstabiliser. C'est l'erreur de Macron. Ça, c'est vraiment ça. Vous pouvez déstructurer et du coup, vous créez une forte rébellion. Si vous dites, mais non, en fait, moi, je vous promets rien, je vous sécurise pas. En fait, non, c'est à vous de vous débrouiller. Vous traversez la rue, vous trouvez des jobs. Là, vous allez avoir de la rébellion parce que les gens se sont attachés à cette promesse dans la symbiose. Ils ont joué le jeu en attendant d'avoir des gains, ils les ont pas eu. Donc, voilà, respecter la culture avec cette idée que quand même la mode est plutôt vers la réalisation de la prophétie de Hegel que quand même vers plus d'autonomie, vers plus de liberté. Va quand même vers plus de liberté. Alors on a parlé de cette prise de conscience dans ces prises de parole des dirigeants, on a parlé des impacts négatifs de mauvaises prises de parole, on a parlé de ce qu'attendent les collaborateurs et les collaboratrices. J'aimerais qu'on soit très très concret en donnant des clés pour se préparer à des prises de parole. Olivier, comment toi tu procèdes lorsque tu accompagnes des prises de parole de dirigeants pour les coacher? Tu as dit c'est en fonction de la culture, etc. Ok, je suis pas sûr que toutes les personnes qui sont derrière ces podcasts s'imaginent concrètement comment on fait pour mesurer la capacité de son organisation et de sa culture d'entreprise à s'adosser à une tendance qui est vers plus d'autonomie. Comment on fait ça? Comment on se prépare? On peut donner de manière très très pratique une espèce de protocole de préparation à la prise de parole. Déjà, parler en public, c'est parler à quelqu'un. Donc la question, c'est à qui tu parles. Déjà, qui t'entend? Donc, c'est la première chose qu'il faut définir. Est-ce qu'on parle au cercle du leadership, à son comité de direction, ou est-ce qu'on parle ses salariés, ou est-ce que finalement ça va être c'est d'ailleurs une des complexités, je trouve, dans ce Covid, là où il y a eu des espèces de grandes visios avec l'entreprise entière qui découvrait tout en même temps les managers. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et donc, du coup, la question du à qui on s'adresse a été problématique. Et là, on revient à certaines communications par échelon. On communique avec des managers, puis avec les collaborateurs. Mais je pense que c'était aussi un écueil de cette période. Mais bon. Fort probablement. En tout cas, c'est vraiment la question d'avoir les idées claires. Une prise de parole d'un leader, c'est pour apporter du leadership. Donc, pour apporter une vision, pour apporter de l'élan vers un endroit, vers un point B. Donc, l'idée, c'est de savoir à qui on parle. La deuxième chose que je conseille, avant de préparer quoi que ce soit au niveau de la forme, c'est de se dire qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent en moins de 10 mots. En se posant, en s'imaginant la situation suivante, si une personne qui m'écoute va parler de cette prise de parole à une autre personne de l'entreprise qui n'était pas disponible, qui m'a pas écouté, et qui dit alors qu'est-ce qu'il a dit le patron, qu'est-ce que j'aurais envie qu'elle lui réponde en moins de 10 mots. Et c'est intéressant. C'est intéressant et c'est particulièrement compliqué de synthétiser une prise de parole peut-être d'une heure ou d'une demi-heure en 10 mots. Et en fait, elle se synthétise avec les émotions. C'est que très souvent, une prise de parole de dirigeant, elle est attendue. Et la manière dont on la raconte aux autres, c'est dur, mais ça va tenir. Oh là là, c'est la cata. J'ai rien compris. C'est les émotions qui prennent le pas lorsqu'on résume une prise de parole de dirigeant. Elle est tournée vers une dimension émotionnelle. Parce que même dans un cadre autonome, l'autonomie, ça enlève pas la relation parent-enfant. Non. C'est juste qu'il y a un contrat, on l'impose pas, on le propose. Et du coup, quand on écoute son patron, globalement, on a quand même l'état du moi enfant. On est lié à nos besoins. Le besoin d'avoir de la vision, le besoin d'avoir des informations, le besoin d'avoir de la structure. Et pour autant, on peut pas maîtriser les émotions des gens.
C'est-à-dire que tu peux pas les maîtriser. Chacun a son quotient émotionnel qui est différent. Et mais donc, c'est l'idée d'avoir une target, de dire dans un monde idéal, si tout se passe bien, qu'est-ce que j'aimerais que cette personne fictive auquel je pense raconte. Bien sûr, ça va pas marcher sur tout le monde. Non. Mais bon, l'idée c'est d'avoir ce message un peu comme une cible et ensuite se poser la question de quel est le meilleur archétype. Il y a des grands archétypes en prise de parole. Quel est le meilleur archétype? Quelle est la meilleure posture qui va concourir à ce message? Si par exemple, je sais pas, mon message c'est d'expliquer que les finances vont mal et d'informer les gens sur cette réalité, à ce moment-là, je vais pas choisir un archétype par exemple d'animateur. L'animateur c'est oui, vous, moi, on va réussir. Je vais plutôt prendre un archétype peut-être soit d'expert, d'expliquer les chiffres de manière très précise. Et voilà, j'avais un de mes associés, Grisha Mioche, qui avait sérié 6 profils d'orateurs, 6 grands archétypes en prise de parole. Je peux les égrener. Donc, on a l'expert, je viens d'en parler. On a le conteur, celui le storytelling, qui va raconter une histoire. L'animateur, donc. On a l'animateur à l'énergie. On a le côté général d'armée en étant extrêmement directif. Parfois, il le faut quand il y a des urgences ou quand il y a des recadrages. On a le copain qui ne crée pas de barrière entre le public et soi-même. On est dans l'échange d'informations. Luis Fernandez au PSG lorsqu'il a gagné la Coupe d'Europe, pour les connaisseurs, on est dedans. Et donc le mode copain, oui, Luis Fernandez, il s'adressait plutôt dans ce mode-là. Et puis vous avez le passionné qui est ce que j'ai dit, ce qui est à la mode, le storytelling, qui raconte le storytelling. On peut raconter une histoire, on peut raconter son histoire. C'est la différence entre conteur et passionné. Le passionné raconte son histoire, sa passion, ce qui l'a fait grandir. Donc ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les conférences TED. Donc faut aller chercher. Il faut aller chercher le bon archétype par rapport au bon message. Si vous parlez de mauvais chiffres en tant qu'animateur, on va être un expert. Les mecs, y a pas, mais c'est pas grave. Non, là vous allez passer pour un clampin. Donc il faut aller sur de l'expertise. Donc quand on parle de choses graves ou complexes, il faut aller sur l'expertise. Quitte à peut-être donner ce rôle d'expert à une tierce personne qui va incarner un expert de manière complètement objective et bien sûr, s'il y a besoin, on va faire parler son DAF ou des choses comme ça. Si on est dans une période où on est impliqué émotionnellement à cause du Covid et que toutes nos prévisions sont mises à mal, peut-être que là on va utiliser le passionné. On va parler de sa propre expérience. On va montrer sa fragilité. Pareil, si on a un nouveau projet, on veut remettre les énergies à bloc, on va choisir l'animateur. Donc c'est cette idée de dire quel archétype va être le plus utile au message que je veux viser. Et c'est que moi, quand je travaille avec des dirigeants, mais pas que, par exemple, chez Next Level, on prépare les events du bureau de Paris de Google pour tous les speakers. Alors, ils font plus d'events, malheureusement. Mais ils font ils vont en refaire. Et on a eu la chance pendant plusieurs années, et on va réavoir la chance de former tous leurs speakers avant les events Google. Et donc, l'idée, c'est de s'entraîner à avoir une palette d'archétypes large. Ouais. Pour ne pas être bloqué. Parce que si je sais faire que le général d'armée, alors oui, on peut s'entraîner à toutes les palettes finalement. C'est vers ça que tu tends dans le coaching que tu proposes aux dirigeants. En général, oui, dans la formation en prise de parole qu'elle s'adresse aux dirigeants, aux autres, c'est d'élargir les capacités et l'aisance sur ces différents archétypes pour être agile et pour pouvoir s'adapter. Si je sais faire que le général, à un moment, il y a un nouveau projet, je dois être en animateur pour donner de l'énergie et je vais dire, bon, les mecs, c'est comme ça qu'on va faire. Je vais être que général parce que je suis monomode en fait. Est-ce que c'est facile, Olivier, de faire prendre conscience à des dirigeants? Moi, j'ai vu beaucoup de dirigeants qui partaient du principe, comme hypothèse de base, qu'ils savaient parler à leurs troupes. Ouais. Est-ce que c'est facile de faire cette prise de conscience, de dire tu ne sais pas parler à tous les types de collaborateurs, tu ne sais pas incarner tous les types d'archétypes, et il faut savoir le faire. Ouais. Est-ce que c'est facile à faire? Il me semble que c'est parfois compliqué de par leur position aussi. C'est compliqué de dire à un dirigeant, les personnes qui nous écoutent sont peut-être chargées de communication interne, directeur ou directrice de communication interne. Pas facile de dire à son patron, non. Ça ne marche pas là. Oui, c'est pas toujours facile. En général, ils ont plus de facilité à aller voir un coach quand ils s'adressent aux médias parce que ils acceptent qu'ils sont dans leur zone d'inconfort et donc ils vont aller voir un coach. Parfois, on se retrouve avec des gens. Je parlais dans le cas de contrats comme ça, cadre avec par exemple Google, on a tous les speakers. Parfois il y a des gens, ils se disent moi je pense que j'ai pas besoin. Mais ensuite, à travers des dry runs, à travers des répétitions, de faire des galops d'essai, ils s'aperçoivent quand c'est filmé à la caméra qu'effectivement, c'est peut-être ça une clé finalement. Il y a un problème c'est de faire des répétitions filmées, de confronter l'image et de dire ok, est-ce que là
tu es à ta place? Est-ce que là, en tant que dirigeant, tu te trouves convaincant? Absolument. Et ça peut être un débarrage de prise de conscience sur un besoin de coaching éventuel. Et souvent, les gens qui arrivent à faire du coaching en prise de parole, c'est soit qui se sont vus à la télé ou à l'écran et qui se sont trouvés pas optimal, soit des gens qui leur ont fait des feedbacks. Donc, en général, quand ils nous arrivent, ils sont mûrs. Ils sont mûrs. Donc, vous les aidez du coup à identifier la cible, à résumer le propos en une dizaine de mots, à identifier le bon archétype pour s'exprimer. Et ensuite, à trouver le format. Mettons que je dois présenter des slides. Des slides d'experts, c'est pas des slides d'animateurs. Non. Les slides d'animateurs, c'est quelques images, ou des slides de compteurs, il n'y a pas de slides du tout, parce que s'il y a des slides, il n'y a plus d'histoire. Ou alors, c'est vraiment des slides vraiment sibyllins. Alors que dans l'expertise, on va attendre. C'est-à-dire que ne pas se jeter sur le contenu, finalement, c'est le second rôle. Vous êtes l'orateur, vous êtes le premier rôle. Donc, attention au support de présentation. Ne pas recycler des slides de comité pour des prises de parole. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est pas le même format. C'est pas. Donc, à ce moment-là, oui, on peut s'intéresser à la forme. Et puis, une fois qu'on s'est intéressé à la forme, il faut s'intéresser à la posture, c'est-à-dire quelle est ma capacité à incarner avec authenticité l'archétype et le propos. Et là, donc, c'est un travail autour du mental. Ouais. Comment gagner en confiance? La première chose pour gagner en confiance, c'est d'avoir préparé avec une bonne technique, comme celle qu'on vient de parler. Et la deuxième, je crois, c'est de se sentir complètement authentique avec le message. Il y a des pensées limitantes. Donc, c'est ce qu'on appelle les drivers. Les drivers, c'est une schématisation des petites voix qu'on a dans la tête, quoi. Des petites voix qu'on a dans la tête qui nous limitent et qui nous, qui dans un sens nous veulent du bien parce qu'elles nous évitent de tomber sur la honte ou sur le fait d'être moqué, mais en même temps, qui nous limitent puisqu'elles nous mettent dans une posture extrêmement prudente qui nous pousse pas. C'est l'inverse du lâcher prise, quelque part. Ces 5 drivers sont soit parfaits, fais plaisir, sois fort, dépêche-toi et fais des efforts. Donc, la petite voix te dit, oulala, surtout ne sois parfait, ne sois pas nul. Donc, ça peut t'amener à une posture très braquée ou très, parce que tu gardes la face, en fait. Et l'idée pour arriver à trouver de la confiance, c'est d'arriver à spotter si un driver en particulier, en fait, on va tirer la source de l'inconfort. Donc, le sois parfait, très concrètement, c'est la peur d'être nul. Le fait plaisir, c'est la peur d'être méchant, de pas faire plaisir, de dire un truc qui va gêner ou qui va pas faire plaisir. Le sois fort, c'est la peur de se montrer fragile. Donc, par exemple, on parlait face au Covid, à la pandémie, dans la tête du dirigeant, peut-être, il pense qu'un dirigeant, c'est celui qui protège les gens de tout. Et puis là, en fait, il y a un problème. Donc, on projette ses propres craintes, ses propres réflexions, ses propres injonctions. On les projette. Et du coup, ça crée quelque part des mauvaises postures. Si je me sens fragile à cause de ça et que je me sens pas légitime de l'être, alors il y a une petite voix qui me dit sois fort et qui me pousse à prendre une posture défensive en prise de parole où je fais semblant que je suis fort, mais en fait, c'est grillé à 10 km. On voit que c'est fake. Et donc, l'idée, c'est d'aider les personnes à trouver l'authenticité en essayant, s'il y a une source d'inconfort qui va se voir au niveau fonctionnel, on va voir que la personne, soit elle bégaye, soit elle rougit, soit elle dit des mots. Tu vas l'identifier. Parasites. On l'identifie au niveau observable et ensuite on va chercher la cause au niveau des croyances et on va trouver un driver. Ça, en un temps très court, sans avoir besoin de s'allonger sur un canapé ou faire un coaching. Parce que c'est ça ma question, c'est en combien de temps ça prend de se préparer à une prise de parole? Un coaching en prise de parole, si vous êtes assez clair sur ce que vous voulez, en 1 heure, on arrive à changer du tout au tout la qualité de la prise de parole. Donc ça peut être très rapide. Ça peut être extrêmement rapide. Et donc, une fois si on a identifié un driver, on peut trouver son antidote, trouver justement ce lâcher prise. Mais le lâcher prise, si c'est global, on sait pas trop ce que c'est. Si c'est lâcher prise par rapport à la peur d'être nul, par rapport à la peur d'être faible, par rapport à la peur d'être lent. Bref, c'est une frappe chirurgicale sur l'inconfort. Et là, on peut arriver à l'éliminer. Et la dernière étape, c'est le lâcher-prise total. C'est-à-dire que on se prépare, mais on se prépare pas pour être prêt. Parce qu'en fait, ça se passera jamais comme prévu. On se prépare pour être détendu. Et le comédien, il a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il a un rideau rouge qui s'ouvre devant lui. Il a une journée peut-être pourrie, ou en tout cas, à un moment donné, le rideau s'ouvre. Et on y est. Et on est sur le moment. Et show must go on. Et c'est très important en prise de parole de s'entraîner à voir que le rideau s'ouvre et qu'à ce moment-là, il y a une magie entre nous et le public. C'est difficile quand on est en visio, mais si on voit les gens et qu'il y a l'interaction, on le voit. En tout cas,
on est en live et il faut être dans l'instant. La magie du live. Et c'est une histoire qui est en rapport avec le lâcher prise. Donc, on prévoit que ça va pas se passer comme prévu et on le vit bien. D'où l'improvisation et on boucle la boucle de ce podcast. Absolument. On comprend mieux ta trajectoire, Olivier. On comprend comment tu prends tes fondements dans l'improvisation et dans l'analyse transactionnelle pour t'amener à coacher des dirigeants, à faire du recrutement également. On en a un petit peu moins parlé, mais c'est également ton quotidien. Il y aurait énormément de choses à dire et j'imagine que tes coachings permettent d'approfondir un certain nombre de concepts. N'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez des questions à en parler, Olivier Bétache, il est sur LinkedIn. On peut le retrouver sans problème sur LinkedIn. Je rappelle, Olivier, que tu es dirigeant toi-même de Next Level et de la filiale qui s'appelle Darwin, Next Level Coaching, de dirigeants notamment, et Darwin sur la gestion des talents en général. Donc n'hésitez pas. Merci Olivier d'être intervenu à ce micro, c'était passionnant. Faut parfois un peu s'accrocher quand même, hein. Mais bon, j'ai tout compris quand même. Ouais, c'est toute la difficulté. J'essaye de vulgariser une matière qui à la base est effectivement voilà, le fonctionnement humain, ça se schématise, mais ça reste quand même une machinerie un peu complexe. Et bah oui, et donc du coup tu le fais quand même très bien, j'ai tout compris. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé et quant à nous, n'hésitez pas à écouter les autres podcasts. On va parler d'un certain nombre de sujets comme l'humour en entreprise, comme l'égalité de traitement femmes-hommes, plein d'axes d'études autour de la communication interne, cette communication interne qu'on veut vibrante. Et c'est avec ce podcast qu'on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Merci Olivier Bétache. Merci David Gordon. Et à très vite sur Vibration, le podcast qui fait vibrer vos coms internes. Ciao.